C'est un appel lancé par l'artiste Andrea Bescon. Abusé dans son enfance, l'auteur de la pièce de théâtre Les Chatouilles a adressé ce message. Donc rendez-vous ce soir à 19h devant tous les tribunaux de France pour manifester de manière pacifique notre colère face au fait que Liana a été tuée par un pédocriminel récidiviste. Liana, c'est la victime de trop. La mort de Liana, 11 ans, soulève l'indignation. Une marche blanche à sa mémoire a rassemblé hier 6000 personnes à Fleurance dans le Gers. Sa tante a pris la parole. Liana, pardon pour ce que tu as vécu. Entre émotion et colère, le maire de la commune a lui dénoncé les défaillances qui auraient conduit à la mort de la collégienne. La réalité, c'est que Liana est le dernier acte d'une tragédie qui se joue depuis bien trop longtemps. Arrêté et mis en examen, l'homme suspecté d'avoir enlevé Liana avant de laisser son corps dans un silo agricole n'a jamais été entendu par la justice par le passé, malgré de multiples plaintes et signalements. Devant un parterre de procureurs généraux convoqués ce matin à la chancellerie, le garde des Sceaux a reconnu des manquements. Si il y a, d'après le rapport d'inspection, des défaillances qui sont mises en avant, comme je pense qu'il y en a, je prendrai mes responsabilités et je proposerai des sanctions au Conseil supérieur de la magistrature qui iront du blâme jusqu'à la révocation. Gérald Darmanin exige que les 70 000 plaintes qui touchent des enfants soient examinées d'ici le 14 juillet. Mais la justice a-t-elle les moyens de faire face à un nombre de dénonciations qui a plus que doublé ces dernières années? Des élus de gauche et du bloc central ont enjoint cet après-midi le gouvernement à inscrire à l'ordre du jour du Parlement une loi intégrale contre les violences faites aux femmes et aux enfants. Face à toutes les affaires qu'a connues la France, l'affaire Le Squarnec, Gisèle Pellicot, l'État, je le dis, a une obligation de résultat. Le temps des demi-mesures est terminé. Alors faut-il d'urgence une nouvelle loi contre les violences sexuelles? L'affaire Liana va-t-elle servir d'électrochoc? Assiste-t-on au début d'un MeToo des enfants? Nos trois invités, Arnaud Gallet, bonsoir. Bonsoir. Anthropologue, président de l'association Move Enfants. Vous êtes un ancien membre de la Civise, la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants. Vous estimez qu'après l'affaire Liana, il faut des actions, il faut mettre en place les préconisations de la Civise, avec notamment un fichier des auteurs sexuels qui ne comprennent pas uniquement les personnes condamnées. À côté de vous, Pierre Verdrager, bonsoir, sociologue, chercheur associé au CERLIS, Centre de recherche sur les liens sociaux. Dernier essai à ce propos, le grand renversement, pédocriminalité. Comment en est-on arrivé là? Et selon vous, il y a un mouvement de fond dans la société française qui sensibilise de plus en plus aux violences sexuelles sur mineurs, mais le manque de moyens et de magistrats, notamment, empêche le système de fonctionner normalement. Et à côté de vous, Lucia Arbiget, bonsoir, secrétaire nationale du syndicat de la magistrature. Vous avez été substitut du procureur à Lille et à Nantes, en charge précisément des mineurs. Vous avez participé à la commission d'enquête sur le traitement judiciaire de l'inceste. Et selon vous, il est inacceptable de dire que les magistrats sont responsables. Après le décès donc de Liana, avec le syndicat national de la magistrature, vous demandez depuis 2 ans une augmentation des moyens. Le drame qui se produit aujourd'hui était malheureusement évitable, mais prévisible. Et on démarre avec le chiffre du jour, Benjamin. Oui, chaque année, donc 160 000 enfants sont victimes de violences sexuelles en France. Toutes les 3 minutes, un enfant est victime d'inceste, de viol ou d'agression sexuelle dans notre pays. Et plus des 3/4 d'entre eux, 77% précisément, le sont dans le cadre familial ou par un proche. Arnaud Gallet, il faut rappeler donc que la majorité des agressions est incestueuse. Oui, c'est important. On l'a bien vu au niveau de la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants. C'est la plupart des situations d'ailleurs dont on parle assez peu. On peut rappeler aussi que les enfants en situation de handicap sont surexposés puisqu'ils sont, selon l'OMS, 4 à 5 fois plus exposés aux violences sexuelles. On parle quasiment jamais d'eux non plus. Et il y a un vrai tabou en fait sur ces questions-là. Donc on est face à des crimes de masse. Terrible, qui nécessite théoriquement une réponse massive justement par rapport à ça. Et on va reparler bien évidemment de la question de la justice, qui effectivement est largement sous-dotée, quoi qu'en disent aujourd'hui et le président de la République et le garde des Sceaux. Oui, Lucia Argibet, avec bien évidemment des hommes qui sont principalement mis en cause. 94% sont des hommes, dont 39% mineurs. C'est ça le profil type d'un agresseur aujourd'hui? Oui, effectivement, c'est le profil qu'on retrouve dans nos juridictions. Effectivement, la plupart des auteurs sont des hommes. Les victimes, pour la plupart, sont des femmes, en tout cas lorsqu'elles sont majeures. Avec toute cette question-là, justement, de qu'est-ce que ça dit de notre société, qu'est-ce que ça dit des rapports de domination,
Et en fait, c'est tout cela qu'il faut traiter dans sa globalité. Je pense que c'est important de le dire aussi. Ça commence dès l'éducation, dès l'école. En fait, on ne peut pas demander à l'institution judiciaire d'arriver en bout de course et de résoudre par magie tous les dysfonctionnements de la société. L'institution judiciaire, elle a beaucoup à faire, elle a beaucoup à améliorer. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire, mais c'est tout un continuum en fait qu'il faut familial, scolaire, exactement, etc. Est-ce qu'il y a un déni de société autour de cette violence-là, ou est-ce que les choses, comme les esprits ont évolué depuis 40 ans, depuis l'époque où on ne va pas citer de nom à la télévision, des hommes politiques venaient parler de la sexualité enfantine, des chatouilles et des tripatouilles, voilà. Oui, c'est vrai que dans les années 70-80, la question pédophile était au cœur de la réflexion de beaucoup d'intellectuels, d'artistes, pour la défendre, c'est-à-dire pour défendre l'idée que les relations, les contacts sexuels entre les enfants et les adultes étaient légitimes, défendables, justiciables d'une lutte politique. Alors évidemment, on est loin de tout ça maintenant, mais dans l'histoire plus récente, plus proche de nous, j'utiliserai moi-même comme miroir de ce qui s'est passé dans les 15 dernières années. J'ai publié mon livre sur la pédophilie en 2013, c'était la première édition, et à l'époque, il y a eu très peu d'intérêt par rapport à ce que je racontais. On m'avait même refusé la publication de mon livre chez un grand éditeur en me disant que la pédophilie, ça intéressait personne. Et puis, il s'est passé en 2020 quelque chose de très important avec l'affaire Springora, que moi j'ai senti dans ma propre vie de sociologue. Le consentement, ça a été vraiment un livre charnière. Tout le système Matzneff s'est effondré. Gallimard a retiré le journal de la vente. On a fait vraiment... Il y a un avant et un après. Un avant et un après. Et moi, je l'ai ressenti. J'ai fait des interviews sans arrêt, matin, midi et soir, et ce que je n'avais pas du tout fait avant. Et c'est pour ça que je dis qu'il y a un progrès dans la conscientisation de cette cause, que c'est quelque chose qui est dans la conscience des travailleurs sociaux, des enseignants, des citoyens de façon générale. Et je pense que, évidemment, c'est pas terminé. Il faut que le travail de conscientisation progresse, mais on a évidemment beaucoup progressé dans ce domaine. Alors, on va revenir avec notre archive sur une affaire. Il y a peut-être eu un avant et un après cette affaire, l'affaire d'Outreau entre 1996 et 2005. Une affaire secoue la France. Elle sera même qualifiée de Tchernobyl judiciaire. 17 adultes accusés de violences sexuelles sur mineurs et emprisonnés. 13 seront innocentés et acquittés. 1 est mort d'ailleurs en détention. Il y a un avant et après, et peut-être par rapport à la parole des enfants et la manière dont elle est évaluée par les magistrats. C'est notre archive. 6 accusés crient toujours leur innocence. Tous se disent victimes d'une rumeur colportée par les enfants. Ils sont rejugés à Paris, une nouvelle épreuve. Les accusations sont absurdes, elles s'effondrent. Les enfants accusés l'abbé Vielle de viol. Au dernier moment, ils avouent avoir menti. Les 6 accusés sont acquittés. Aujourd'hui, on prouve notre innocence aux yeux de tout le monde, aux yeux de tout un pays pour laquelle on a été sali durant des années. Et aujourd'hui, pour nous, c'est une grande délivrance. Ces innocents attendent aujourd'hui des réformes. Une triple enquête judiciaire, administrative, parlementaire a été ordonnée sur l'affaire d'Outreau. Lucien Argibé, c'est tout l'inverse d'aujourd'hui. À l'époque, on reprochait aux magistrats d'en faire trop, de placer en détention préventive de manière exagérée. Est-ce que ça a été un traumatisme pour la magistrature qu'on peut ressentir encore aujourd'hui ? Alors oui, ça a été un traumatisme pour la magistrature. Moi, j'étais pas magistrate à ce moment-là, mais justement, je suis arrivée dans la magistrature juste après Outreau. Et effectivement, c'est quelque chose qui marquait les pratiques professionnelles avec une grande prudence finalement vis-à-vis des faits de violence sexuelle. Ça a quand même largement évolué depuis. On est de plus en plus à être formés à la question des violences sexuelles sur mineurs, à la parole de l'enfant, à ce qu'elle dit, à comment mener correctement des enquêtes. Et on pourrait être mieux formé, on pourrait être plus formé, mais la question surtout maintenant, nous, elle est celle des moyens. C'est-à-dire que une fois qu'on a une justice qui est en train d'évoluer, qui prend conscience, une fois qu'on a une société, ce qui vient d'être dit, qui choisit d'évoluer, si on ne veut pas qu'il y ait un gouffre entre les nouvelles révélations de faits, les gens qui osent prendre la parole, qui révèlent de plus en plus de faits. Et les enfants ont toujours parlé, mais maintenant ils sont de plus en plus entendus. Si la justice ne fait rien, si la justice tarde, si la justice est défaillante, eh bien c'est encore pire pour ces victimes. Pierre Viardré-Garlo, Emmanuel Macron a dit qu'il ne s'agit pas d'un manque de moyens, mais de fermeté, d'organisation et de responsabilité. Alors moi, je pense que la question de la responsabilité, la réponse en termes de responsabilité, c'est une manière de ne pas aborder le problème frontalement.
Parce que la question des moyens, elle est parfaitement documentée. La justice française est sous-financée. Il suffit de regarder les comparaisons internationales. Quand on dépense en France 77 € pour 100 000 habitants, on dépense 136 € en Allemagne. 136 € en Allemagne. 77 on fera le comparatif entre la France et les autres pays de l'Union européenne tout à l'heure. Donc, si vous voulez, vous avez à la fois un système judiciaire qui est sous-financé de façon chronique, durable, même s'il y a des plans, le plan Dupond-Moretti a amélioré les choses, mais on est très très loin du compte. Vous êtes d'accord avec... Pardon, oui. Juste un dernier chiffre, juste les greffiers, qui sont la cheville ouvrière essentielle de notre système judiciaire, sont payés 2047 € bruts quand ils commencent leur carrière, soit et il n'y en a pas assez. Un tout petit peu plus que le SMIC. Et il n'y en a pas assez, je parlais là des conditions de rémunération. Donc on a vraiment un système qui est en souffrance. Et juste, je dirais simplement que le système judiciaire est une espèce de miroir grossissant des problèmes aussi de toute la fonction publique qui connaît exactement les mêmes problèmes. Et ça a des conséquences dans le système judiciaire très très importantes et très très visibles. Oui, Arnaud, il y a quand même eu une augmentation du budget de la justice. Donc ça n'a pas suffi. C'est ça pour vous le cœur du problème. S'il y a aujourd'hui 73% des plaintes qui sont classées sans suite, c'est le manque de moyens ? Ça reflète aussi un manque de moyens, par exemple, parce que sur la question des déclassements sans suite, je pense qu'il y a besoin d'une vraie réflexion sur la question de la preuve, en réalité. C'est-à-dire qu'il y a besoin, plutôt que de diviser tel que le fait aujourd'hui le garde des Sceaux, moi je le dis tel que je le pense, c'est-à-dire que la réponse aujourd'hui qui est apportée par le garde des Sceaux, pour moi, elle est inacceptable pour un garde des Sceaux qui va jeter un peu, à mon sens, en pâture les procureurs de la République, voire les magistrats, alors que finalement, c'est un moment de crise où on devrait plutôt fédérer l'ensemble des acteurs pour être en capacité de voir ce qui n'a pas fonctionné, parce que je suis entièrement d'accord sur ce qui a été dit, c'est-à-dire que de la prévention, finalement, jusqu'à la condamnation, on n'est pas bon. C'est la Civis qui le... Et réexaminer les plaintes d'ici le 14 juillet, vous semblez dire que c'est impossible. C'est-à-dire qu'il y a deux choses. Soit c'est impossible, ou soit ça va être un nouveau risque, en fait, que des personnes, en fait, passent à côté de certaines choses, et on pourra reprocher à ces mêmes personnes d'être passées à côté, mais tout simplement parce qu'on leur a pressé le pas en disant, mais faites-le, sinon vous partirez pas en vacances. J'exagère un peu le truc, mais c'est quand même ce qui a été dit. C'est un peu ce qui a été dit. Et donc, ce que je pense, c'est que, de manière très concrète, c'est vrai que les chiffres l'ont été annoncés, mais je veux dire, aujourd'hui, sur la question des procureurs de la République, la France est au 43e rang en Europe, sur 44 pays, du nombre de procureurs de la République par densité de population. Donc on est dans quelque chose où, inévitablement, les procureurs de la République, qui ont un rôle quand même extrêmement important, comme tout le monde, mais quand même, le procureur de la République, au bout d'un moment, oui. On le voit là, 21,9 magistrats pour 100 000 habitants au niveau européen, 11,3 en France. Je veux dire, on a l'impression de découvrir, il n'y a pas si longtemps, et on est encore dedans avec le périscolaire, on voit bien que dans le périscolaire, et je pense que c'est une frustration également pour les magistrats, mais c'est une réalité, c'est-à-dire que vous avez, pour bien se rendre compte quand même de ce qui se passe, vous avez des enfants qui dénoncent, qui déclarent des faits, vous avez des professionnels qui signalent, ce qui est plutôt bien, parce qu'on a dit au niveau de la Civis qu'il y avait uniquement 8% des situations où finalement qui faisaient l'objet d'un signalement, on disait à un enfant « je te crois, je te protège ». Donc là on se dit « tiens, c'est intéressant ». Il y a un signalement, et finalement on se rend compte que l'enfant est entendu par moment 6 mois, 9 mois, 1 an, voire plus après. Mais forcément, un enfant n'a pas besoin d'être sorti d'une fac de psycho, je ne sais pas où, pour se dire que forcément, l'enfant, les repères spatio-temporaires vont bouger, les repères aussi avec les personnes, enfin bref, il y a un tas de choses qui vont changer. Et du coup, on se retrouve après avec, par moment, soit des classements sans suite, ou soit des choses, on ne sait même pas comment ça aboutit. Et les procédures sont hyper longues. La France a été condamnée quand même pour des questions de victimisation secondaire, y compris sur des procédures très longues, à plusieurs reprises. La France, et je terminerai là-dessus, a été condamnée également en 2020 sur l'affaire Marina déjà. L'affaire Marina, on oublie tous, mais l'affaire Marina, vous savez, c'est cette fille qui avait fait l'objet dont les parents avaient fait l'objet de plusieurs signalements, pareil, de la même manière, et c'est une fille qu'on a retrouvée morte. On peut parler après du petit Bastien qu'on a retrouvé mort dans une machine à laver, qui avait fait l'objet aussi dont les parents et le beau-père avaient fait l'objet d'informations préoccupantes répétées, de signalements. Mais c'est sans cesse la même chose en fin de compte. Et on a l'impression de découvrir systématiquement. Mais Lucia RJB, sur les moyens, il y avait quand même ce plan quinquennal qui avait été mis en place pour recruter 1500 magistrats, 1800 greffiers. Où est-ce qu'il en est, ce plan ? Alors déjà, on est parti de très loin, comme ce qui vient d'être dit, et il en est qu'on n'est toujours pas suffisamment nombreux, on n'est toujours pas du tout dans la moyenne européenne, vous allez donner les chiffres tout à l'heure, et au-delà de ça, nous, ce qu'on dit, et ce qu'on a dit devant la commission d'enquête sur le traitement de l'inceste, c'est au-delà des moyens, en attendant que les moyens arrivent, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qui est vraiment prioritaire ? La formation des policiers et des gendarmes, c'est important ? C'est une vraie question, c'est un sujet.
Il y a des policiers et policières qui sont formés, mais pas assez. C'est les chiffres de la Civis également. Et je trouve ça quand même assez fou de encore qu'on voit venir citer la Civis. 555 policiers et 2118 gendarmes, même si le ministère de l'Intérieur dit qu'ils sont à 10 000 avec des plans de formation qui sont différents en termes de niveau. C'est surtout on est plus ou moins formés en fonction de la place qu'on a dans un commissariat, une gendarmerie pour recueillir la parole de l'enfant. C'est surtout que pour former moi-même les gendarmes, la réalité du terrain, c'est laquelle ? Vous avez que des gendarmes qui souhaitent être formés, donc c'est pas une obligation. Donc on peut se poser la question, on peut se poser la question, et pour la police c'est pareil. On peut se poser la question quand même si on regarde les chiffres, ça devrait pas être une obligation. Enfin, je sais pas. Moi, je me dis possiblement dans les commissariats ou dans les gendarmeries, il va quand même y avoir des personnes, des enfants victimes de violences, quand même, qui vont franchir malheureusement le seuil de la porte. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose pour les gendarmes, on en parle assez peu. Il faut savoir que quand un gendarme décide, par exemple, d'aller dans une maison de protection des familles et se forme, donc c'est un nouveau dispositif mis en place par en 2018, tu sais, sur les départements, se forme à la question des violences faites aux enfants, notamment violences faites aux femmes. En réalité, son grade est gelé pendant une année. Vous savez, il y a des évolutions en fait qui se passent de grade. Et le fait de vouloir passer en fait pour se former vous pénalise en fait sur votre progression et alors qu'on en parle assez peu parce que eux-mêmes progression hiérarchique et voire salariale aussi. Pourquoi tout. Pourquoi selon parce qu'on part du principe qu'ils vont être formés, machin, ils vont perdre leur temps. Choses. Et puis, est-ce qu'ils vont perdre leur temps ? C'est pas moi qui le dis, mais ce que je veux dire, c'est qu'on pourrait se dire qu'au contraire, ça serait des personnes qu'on devrait glorifier, valoriser dans leur fonction. Et donc ça fait quoi ? Ça fait qu'il y a des personnes forcément qui veulent pas y aller. Tout de même, Pierre Verdraga, on a le protocole Mélanie aujourd'hui qui favorise le recueil de la parole d'enfant. Il y a 374 salles, c'est très concret, dans les commissariats qui permettent d'accueillir l'enfant et de l'écouter. Ça a changé. Bien sûr, il y a des évolutions significatives qui ont lieu dans le monde judiciaire, mais si vous voulez, vous savez, les sociologues, c'est des gens bassement matérialistes qui regardent les chiffres. Et je veux dire, tant qu'on n'a pas les moyens humains et matériels pour faire le travail, vous pouvez mettre en place tous les dispositifs. Dans les 374 commissariats attendez, je juste termine là-dessus, parce qu'on a parlé beaucoup des moyens humains, etc., des magistrats en nombre insuffisant, des gens mal payés, mais il y a aussi les problèmes matériels informatiques. C'est documenté, ça, le fait que les technologies de l'information et de la communication à la disposition de la justice, on sait que ces technologies-là ont un indice, par exemple, 2 fois plus faible qu'en Italie. Donc quand on parle, c'est très important ça pour la jonction des dossiers, le fait que les magistrats puissent disposer d'outils informatiques performants. Ce dont ils ont manqué. Donc, si vous voulez, le sous-financement, il est à la fois au niveau humain, bien sûr, on l'a déjà dit, mais aussi au niveau matériel, tangible, les ordinateurs, les logiciels, on s'est beaucoup plaint de Cassiopée. Et tout ça, ça fait un maelstrom épouvantable qui rend possible c'est ce qui permettait de mettre ces en affaires lien. Et toute cette insatisfaction dans le monde judiciaire et dans la société française dans son ensemble. Alors, on va évoquer avec vous trois et avec Anna, ici présente, le modèle ou les modèles en Espagne et au Canada qui diffèrent du modèle français dans l'accueil des enfants. Oui, il y a 5 ans, l'Espagne a adopté une loi pionnière en matière de protection des enfants, la loi LOPIVI. Et ce qui en fait un texte de référence, c'est qu'elle a été pensée de manière intégrale, de la prévention jusqu'à la réparation, en passant par la protection judiciaire des enfants, avec des mesures prévues dans tous les lieux qui accueillent les enfants. Chaque établissement scolaire, par exemple, centre de loisirs ou sportif, a l'obligation de désigner un coordinateur de bien-être qui est chargé de repérer les situations de violence, recueillir les signalements et former les personnels. Cette loi, elle a aussi introduit la notion du devoir de signaler pour toute personne qui soupçonne des faits de violence sur mineurs. Ce devoir, il est renforcé pour les enseignants et les médecins. Aucune sanction spécifique n'est prévue pour autant. L'objectif, c'est avant tout de créer un réflexe collectif de signalement pour mieux lutter contre la culture du silence. Et puis du côté de la justice et de la police, des unités spécialisées, tribunaux, parquets, formées au recueil de la parole. On a parlé des enfants, elles ont été créées. Une des mesures prévoit que le témoignage, par exemple, des enfants de moins de 14 ans ne sera recueilli qu'une seule fois en présence du juge, du procureur et des avocats pour ne pas avoir à répéter et pour éviter la revictimisation. Et l'Espagne, elle s'est d'ailleurs inspirée du protocole d'audition NICHG qui est très utilisé au Canada. Il propose une base pour créer un climat de confiance avec les enfants. Il recommande de poser les questions ouvertes pour obtenir un récit des faits le plus fiable possible. Lucia Argibet, hier, Dominique Villepin a appelé à la création d'un parquet spécifique pour les violences faites aux enfants. Est-ce que ça, par exemple, c'est le début de la solution ?
Alors, nous, au syndicat de la magistrature, c'est pas spécialement ce qu'on porte, la création d'un parquet national financier. Financier, vous voyez, Oui. Pourquoi je dis ça, vous le savez. Par analogie. Spécialisé. Parce que, pour le coup, c'est des contentieux qui sont intéressants de traiter au niveau local, et c'est des contentieux, c'est ce qui a été dit tout à l'heure, de masse. En fait, toutes les juridictions doivent pouvoir traiter ces contentieux-là. C'est partout, c'est nombreux, c'est le plus gros nombre de dossiers qu'on a finalement. Donc, ça ne nous semble pas forcément adapté. Et nous, on n'est pas contre des réformes, etc. Mais la prescriptibilité des crimes commis sur mineurs, pardon de vous couper, mais est-ce que ça, ce serait nécessaire? Mais en fait, parce que c'est dans les. C'est un peu le même. En fait, au syndicat de la magistrature, nous, ce qu'on dit, c'est peut-être faisons une pause dans législation incessante et juste essayons d'appliquer ce qui existe déjà et de faire bien les choses avec des moyens suffisants. C'est-à-dire qu'encore une fois, aujourd'hui, on parlait de la justice, mais il y a aussi un problème au niveau police, au niveau du ministère de l'Intérieur, que M. Darmanin a très bien connu. Ces enquêtes-là, elles ne sont pas du tout priorisées. Moi, j'ai eu affaire dans ma carrière à plusieurs policiers-policières qui me disaient « je n'ai pas le temps de traiter les procédures que vous m'envoyez ». Parce qu'ils ont des consignes différentes, des circulaires disant qu'il faut privilégier, prioriser le narcotrafic. Bien sûr, le narcotrafic, les opérations place nette de M. Darmanin quand il était ministre de l'Intérieur, qu'il a su prioriser véritablement. C'est-à-dire que prioriser, c'est pas juste mettre une ligne dans une circulaire, c'est de concert avec le ministre de l'Intérieur, faire une véritable politique pénale et se donner les moyens de lutter contre un phénomène. Il n'a jamais fait ça en matière de violence sexuelle. Arnaud Gallet, une loi intégrale pourrait être proposée à l'Assemblée nationale, présentée, c'est ce qu'a souhaité aujourd'hui la présidente de l'Assemblée nationale. Vous vous dites qu'il faut un fichier, ça fait un peu débat, parce qu'il y a déjà un fichier des personnes qui sont coupables, condamnées pour violence sexuelle. Vous dites que c'est en amont qu'il faut le faire, dès qu'il y a une suspicion. Certains disent que c'est trop. Pour nous, il y a plusieurs choses. C'est-à-dire qu'on se dit qu'il y a une réforme en profondeur qui va prendre du long terme. C'est ce qui se passe en Belgique, dans d'autres pays. Ça s'est passé en Écosse. Et il y a plein d'exemples comme ça. Et il y a l'urgence aujourd'hui. L'urgence, c'est quoi en réalité? L'urgence, quand on a une affaire comme celle de Liana, c'est de se dire on est parents, on souhaite au maximum que nos enfants soient protégés. Et donc de pouvoir identifier des personnes. Moi, je me dis simplement, nous, au niveau de Mouvement Enfant, on se dit on est en guerre contre le terrorisme. OK, on est en guerre contre le terrorisme. On a créé un fichier notamment et avec des personnes qui sont fichées S, qui sont présumées innocents, mais qu'on surveille. Parce qu'on se dit, voilà, possiblement, il y a un danger pour la nation, et ça, on le comprend. Nous, on se dit, pas de problème. Mais là, on se dit, donc, finalement, on est face à un crime de masse. Le terrorisme ne fait pas 160 000 victimes par an. On se dit, on est face à un crime de masse. On n'arrive pas à traiter les informations préoccupantes, les signalements, les plaintes. Ça va prendre du temps, on n'a pas envie de bâcler les choses, et dans ces cas-là, pourquoi est-ce qu'on ne met pas les moyens pour surveiller des personnes? On se dit, il y a des personnes, personne ne fait l'objet d'une information préoccupante par hasard, d'un signalement. Alors on va dire, oui, les enfants sont menteurs, c'est pas ce que dit Interpol en l'occurrence, parce qu'on dit qu'il y a 2-3% de fausses allégations, et encore, parce que les fausses allégations, théoriquement, il y a autre chose derrière. Vous vouliez montrer quelque chose? Ce document contient ce que dit le syndicat de la magistrature depuis des années, depuis 2024. La justice ne protège pas les enfants. Merci encore une fois à tous les trois.